le regard implique un égard pour ce qu'on regarde. Hein. Parce que regarder, c'est pas simplement voir. Regarder, c'est diriger la vue vers quelque chose et y prêter attention. Dans un regard, il y a forcément de l'attention, c'est-à-dire justement de l'égard. Bon. Alors d'abord, il y a une considération linguistique qu'on peut faire, mais qui est très intéressante en fait, c'est que regard et égard, c'est à peu près le même mot. Hein. C'est gare avec deux préfixes dont le premier peut évoquer le retournement ou la répétition. Bon. Mais la racine qui est commune, la gare, c'est garder. Regardez. Et donc le regard et l'égard, ce sont deux variations sur la garde. Regardez. Mais garder, c'est déjà regarder, en fait. Parce qu'au début, le garder qui pour nous a avant tout la valeur de conserver, de retenir, de maintenir, en fait, garder veut dire faire attention à et avoir l'œil dessus. Donc garder, c'est déjà regarder. C'est pour ça que regarder, c'est regarder. C'est garder deux fois. C'est bon, c'est garder vraiment, garder bien. Bon. Et garder n'existe pas, mais enfin, l'égard, c'est la même attention, mais tournée vers la chose ou vers la personne avec, disons, un accent de respect, de sollicitude. C'est ça, hein, avoir des égards. Bon. Ou alors, il y a une valeur neutralisée de égard, c'est eu égard à, c'est-à-dire étant donné. Hein. Bon. Mais ça implique aussi si on porte une attention particulière à ceci ou cela. Qu'est-ce qu'on fait quand on regarde? C'est que on prend en garde, on, on- on préserve pour une valeur propre ce qu'on regarde. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a un regard de peintre, il y a un regard de photographe, il y a un regard de vidéaste, il y a un regard de cinéaste, il y a bon, tout ce qui... il y a même, en sortant des arts ou des techniques particulières du regard, euh, on parle métaphoriquement du regard de, je sais pas, le regard de Michelet sur la Révolution française. Hein. Le regard de Buffon sur le regard du premier homme en train de s'éveiller au sens. Bon. Le regard, c'est une considération de la chose qui, qui, qui cherche à la garder, enfin qui la garde, mais justement pour préserver ce qui en elle la chose, hein, ce qui vaut particulièrement, ce qui mérite d'être justement considéré, donc ce qui est important, ce qui demande des égards, et, et très souvent, alors, dans la peinture et dans la photo, ce qui, mais dans le cinéma en fait, ce qui retient le regard du regardeur, hein, l'artiste, c'est justement le regard, non seulement le regard des personnes, des visages, mais c'est la façon dont les choses nous regardent, c'est-à-dire dont elles sont tournées vers nous. Là, je serais obligé de passer un peu par l'allemand, parce qu'en allemand, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que on peut dire que on peut dire qu'une chose a telle allure, telle apparence. On dit wie es aussieht.
littéralement aussehen, ça veut dire voir au dehors. Et en fait, la valeur de voir est retournée là-dedans en paraître, se montrer. C'est assez remarquable dans un texte de Heidegger. Il dit qu'est-ce qu'une image? C'est la façon dont la chose aussieht. Bon. Et après avoir dit ça, apparemment il fait pas attention, il même ne remarque pas ce qui se passe là dans la langue. Et seulement, il va dire, par exemple, une photographie nous montre la manière dont aussieht, dont a l'air quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre qu'il prend comme exemple à ce moment-là, c'est un masque mortuaire. Et il dit un masque mortuaire, alors nous montre la façon dont aussieht un mort, justement. Parce qu'il est en train de faire un enchaînement assez incroyable. C'est-à-dire comment à l'air se montre, apparaît, mais aussi comment regarde au dehors un mort, puisque c'est les deux possibilités de Aussehen. Bon. Je regarde une chose inanimée, et si je la regarde vraiment, je regarde la plante là qui est là derrière toi, parce que toi, je peux supposer que tu me prends aussi en garde, que tu as quelque égard pour moi, mais la plante, si je la regarde, sa forme, sa couleur, sa matière, etc., m'emmène dans un certain monde, espace, volume, bon, ce qu'on appelle une sensation, c'est pas du tout ce que dans le langage courant on est prêt à dire subjectif. Hein. C'est bien plutôt, je dirais, une sortie qui se fait justement par le regard ou qui se fait par la vue, dans ce cas-là, parce qu'elle se fait aussi par les autres sens. C'est plutôt un transport dans ce qui, justement, de la chose m'apparaît, ce qui me vient à moi. Fait penser que pour les épicuriens, pour Épicure, la vue provenait du fait que les objets envoyaient à travers l'espace des petites pellicules qui venaient et qui entraient dans les yeux. Donc c'est pas moi qui regarde, c'est plutôt la chose, le monde qui m'envoie des pellicules impalpables. Mais en même temps, ça fait penser que le monde, hors de moi, s'il me regarde, c'est qu'il prend aussi un certain égard à moi, à cette vision. C'est-à-dire qu'il est là pour ça aussi, pour être vu. Enfin, oui. Parce qu'il est là, je dirais, il faut qu'il soit vu. Il faut qu'il se présente à moi et que je retourne cette présentation en égard à sa présence. Et ça, qu'est-ce que c'est d'autre que tout pas seulement l'art, mais avec l'art, je dirais toute la considération des choses en général, aussi bien la description non artistique, technique, minutieuse, qui est quelque chose, je dirais, dont on a une conscience particulièrement aiguë quand on regarde les dessins, les gravures d'autrefois, d'avant la photographie. Agar m'est venu, bien sûr, à cause de la rime, mais aussi à cause du fait que dans cette rime, il y a aussi, curieusement, je
pas, j'en ai eu un peu le sentiment vague, mais ça peut se confirmer par des lectures, le sentiment, je dirais, d'une rime d'idées, de pensées entre le regard et le hagard. Et en effet, des yeux hagards, un regard hagard, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Alors moi, j'ai appris que, d'ailleurs, que c'est surtout Hugo qui a introduit le mot hagard dans la langue littéraire et justement comme une qualification d'une forme de regard perdu, affolé, de regard un peu tourné vers le vide. Bon. Alors, si on cherche l'étymologie de hagard, on ne trouve absolument rien qui a à voir avec la garde, parce que si c'est un mot persan qui désignait le jeune faucon qui a déjà mué trop de fois, c'est-à-dire je crois 2 ou 3, pour qu'on puisse le dresser hein, et en faire un faucon de chasse. Et ce faucon indressable, il est fou, il est agité, donc ça en même temps, il bouge dans tous les sens et son regard, évidemment, bouge avec lui. Et c'est ce mot-là qui a donné hagard avec l'essence de affolé, perdu, etc. Et alors, par exemple, on trouve chez Baudelaire ces vers une seule tête pâlie. Bon, une seule tête, c'est la tête d'une femme, en fait, c'est la tête d'une négresse, comme dit Baudelaire, d'une africaine, comme nous disons, qui est dans Paris, qui est égarée. Ça, c'est encore un autre mot, mais qu'on va laisser de côté. Bon, dans Paris. Une seule tête pâlie de ne voir où qu'elle regarde qu'une même absence hagarde. Et dans ce cas-là, d'ailleurs, le hagarde n'est pas appliqué au regard, mais justement à ce qui est vu ou plutôt non vu. C'est-à-dire c'est l'absence. En fait, le reste du poème montre que c'est l'absence de son paysage familier, c'est l'absence en particulier des palmiers. Bon. Et alors, cette absence qui est elle-même hagarde, c'est-à-dire qui est une absence affolée, perdue. Bon. Et donc le regard de cette femme est un regard qui est lui-même perdu, affolé, parce que devant lui, il n'y a que de l'absence. Et d'autre part, dans la peinture, je pense que dans les portraits et dans les autoportraits, il n'y a pas toujours quelque chose de hagard. Bon. Parce que pour que ça devienne hagard, il faut qu'il y ait quelque chose de forcé. Bon. Alors peut-être que le modèle du regard hagard, c'est l'autoportrait de Courbet, où Courbet se montre fixant, ce qu'on serait presque tenté d'appeler un objectif, enfin, fixant lui-même dans le miroir, en tenant ses cheveux comme pour qu'ils ne viennent pas cacher son regard, et en ouvrant des yeux écarquillés, grands comme ça, qui en fait sont des yeux de fou, hein, ou sont quelqu'un qui est en train presque de se rendre fou lui-même en essayant de fixer son propre regard, c'est-à-dire en essayant de faire ce qui, justement, rend autrement hagard un peu les regards de, je crois, à peu près de tous les portraits, parce que, justement, tous les regards des portraits fuient ailleurs, ou bien ils regardent ailleurs, en l'air, en bas, ou bien ils semblent nous regarder directement, mais ils se perdent en même temps. Parce que c'est ce qui arrive, en effet, quand on regarde un autre regard. Ou bien on se perd, ou bien on se heurte d'une certaine façon. On se heurte d'une manière qui peut être hostile, ou au contraire séductrice, regarder. Si je regarde quelqu'un dans les yeux dans le métro,
c'est que je suis en train de lui faire de l'œil, ou de le chercher, ou de la chercher. Bon. En fait, le regard du regard est extrêmement troublant. Bon. Et le portrait qui doit représenter la personne, le portrait qui justement garde la personne, on a fait beaucoup sur l'idée que le portrait est toujours posthume, c'est-à-dire que dès qu'on fait le portrait de quelqu'un, voilà, on l'a mis dans la mort. Et dans la mort, d'où le regard ne regardera plus. Et d'où on pourra alors avec Heidegger parler de comment regarde un cadavre et comment on regarde un masque mortuaire, etc. Bon. Mais les regards des portraits, donc, justement, sont tous pris dans ce problème de ne pas être atteignable comme quelque chose de présentable, comme ils sont dans le portrait, si le nez, les cheveux, le bouche, tout ce qu'on voudra, tout ça, ça ne pose pas de problème. Même si on peut certainement considérer que la bouche a toujours aussi quelque chose à faire avec sa fonction. C'est-à-dire on ne sait pas si le portrait va parler ou non, et très souvent on dit qu'il ne lui manque que la parole. Mais on pourrait dire aussi qu'il ne lui manque que le regard, parce que en fait il ne regarde pas. Il regarde. Peut-être on pourrait dire que les portraits regardent vers la possibilité du regard. Il y a un portrait de jeune homme de Lorenzo Lotto que je trouve extraordinairement fascinant parce qu'il force justement à le regarder, parce que on ne sait vraiment pas ce qui se passe avec ce jeune homme qui a l'air étrange, qui évidemment n'est pas là simplement pour qu'on fasse son portrait. Ou plutôt, le portrait qu'on fait là est le portrait de quelqu'un qui part dans une sorte de songerie, qui s'absente, voilà, qui s'absente.